Bonsoir, bienvenue dans Classique du Plus, salut Médoc. Yeah, Thierry. Pour cette nouvelle émission, genre une fois, genre pour changer, parce que c'est vrai qu'on a eu des contenus genre un petit peu variés, etc. Ouais. Là, on vous promet de la critique qui tâche, de la critique genre riche en blood. Ouais, beaucoup de blood. On va voir ça tout de suite avec le sommaire. On commence ce classé 18+, avec la critique d'Operation Flashpoint Red River. On enchaîne avec 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Suivi de la critique du très attendu Mortal Kombat. On terminera avec une nouvelle critique, avec celle de The Dishwasher Vampire Smile. Mais tout de suite, les news. A well-named place, as you will soon see. Toujours prévu pour le 15 septembre, Rage, le nouveau FPS d'ID Software, se dévoile un peu plus avec cette vidéo de 5 minutes. C'est la première fois que l'on peut voir une version autant avancée durant plusieurs minutes, alors profitons-en. La première chose qui saute aux yeux, c'est la qualité époustouflante des graphismes. John Carmack et son studio semblent être à la hauteur de leur réputation et leur nouveau moteur, l'ID Tech 5, pourrait venir concurrencer l'Unreal Engine 3 sur son terrain. Les environnements alternent entre les villes dévastées typiques des univers post-apocalyptiques, avec son lot de mutants dégénérés, et les décors plus organiques façon Aliens suintant la bile. Visuellement, le jeu semble bien 3 ou 4 coudées au-dessus de Fallout, avec des effets de lumière travaillés, des textures ultra détaillées et homogènes, ainsi que des backgrounds superbes, assurant une profondeur de champ idéale pour une bonne immersion. Deuxième constatation, niveau gameplay, ça a l'air d'assurer. Même si l'ensemble reste un peu classique avec ses shotguns et ses bazookas, certaines petites fonctionnalités, comme ces espèces de shurikens servant de projectiles, apportent un petit souffle de nouveauté à l'ensemble. Visiblement nerveux, Rage pourrait être le nouveau maître étalon du FPS, avec en prime des phases en véhicule qui ont l'air d'être aussi jouissives que dans les Halo ou Motorstorm Apocalypse. DICE et Electronic Arts poursuivent leur campagne de com massive avec un long trailer de 12 minutes sur Battlefield 3, compilant les précédentes vidéos avec des transitions en plus. Le studio suédois et son éditeur ont réussi leur coup. Le buzz autour du jeu est désormais énorme et cette longue vidéo rappelle quelque part les projections d'avant-première d'extraits de films très attendus lors du Festival de Cannes par exemple. Le fait qu'il puisse ainsi balancer 12 minutes de gameplay, sans montage ou presque, sans commentaire ni interview, sans un quelconque blabla promotionnel, on dit long sur la qualité du jeu. Environnement ultra réaliste, sound design exceptionnel, effets visuels soignés, ces images vibrent de l'attention propre à un conflit armé. Le clash entre Battlefield 3, le prochain Call of Duty et Ghost Recon Future Soldier pourrait constituer l'un des événements de cette fin d'année. Et clairement, le titre DICE a une bonne longueur d'avance en termes de buzz. Le nouveau Platinum Games, Anarchy Reigns, vient tout juste de dévoiler un nouveau personnage jouable, Nikolai.
Ce colosse aux bras robotisés peut manipuler l'électricité et il compte bien en profiter pour faire souffrir ses adversaires, à commencer par Jack, le héros de Mad World. Ce titre édité une nouvelle fois par Sega est toujours prévu pour cet automne sur PS3 et Xbox 360. You will die. For years it waited. Maintes fois repoussé, le nouveau jeu de Brian Fargo possède depuis peu une date de sortie, le 3 juin 2011. Pour rappel, ce dernier se présente sous la forme d'un jeu d'action vu à la troisième personne, orienté coop. Classique tant dans son gameplay que dans son contexte dark fantasy, Hunted the Demon's Forge dévoile avec cette vidéo l'une de ses originalités, le mode Crucible, qui a l'air tout bonnement excellent. En fait, il s'agit d'un éditeur de niveau. Le joueur peut ainsi créer ses propres donjons et personnaliser énormément de choses, même les ennemis. La durée de vie de ce titre pourrait donc s'avérer énorme. Mais si vous souhaitez n'avoir aucune limite, il faudra d'abord ramasser le plus d'or possible lors de la quête principale. On verra si ce choix est le bon, mais obliger le joueur à rechercher les moindres piécettes lors de la campagne solo peut s'avérer frustrant. Is that what I think it was? If you're thinking giant eye, then yes. Do you think it's Saurus? It was a giant eye. Jusque-là, nous avions surtout entendu parler du mode solo de Fear 3. Aujourd'hui, c'est au tour de la partie multijoueur de se dévoiler. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a l'air très original. 4 modes de jeu sont présents. Dans Sprint Mortel, vous et votre escadron serez constamment poursuivis par Alma et le seul moyen de survivre sera de courir tout en terrassant les sbires ennemis. Le mode suivant se nomme Contraction. Vous devrez construire des barricades entre chaque vague d'ennemis qui apparaissent quand Alma a des contractions. Bizarre. Dans Âme Rescapée, les joueurs débutent tous dans la même équipe, puis ils se font progressivement corrompre pour au final s'entretuer. Enfin, le mode Roi des âmes consistera à récupérer des points d'âme en tuant des ennemis et à ne pas perdre les siens en mourant. Le multi pourrait ainsi constituer l'une des bonnes surprises de ce titre pas forcément super attendu. Sorti l'année dernière, Dead Rising 2 va bientôt avoir droit à sa suite. Enfin, pas vraiment une suite, plutôt une relecture. En effet, Dead Rising 2 Off the Record reprend tous les éléments de l'épisode originel, sauf que vous contrôlez Frank West, mythique héros du premier jeu, à la place de Chuck Green. Le scénario adoptera la forme du What If. Qu'aurait fait Frank à la place de Chuck? Qu'est-ce qui aurait changé? Le pari est osé, mais il faut tout de même faire attention. Off the Record utilisera beaucoup de données du Dead Rising 2 originel. Espérons donc qu'il soit vendu à prix réduit, sous peine d'être un peu cher pour un jeu recyclant ses décors. God famous. The next question people always ask is, well, if you'd been there, what would you have done differently? Everything. Frank West is back in the game. Pas de gameplay au programme du nouveau trailer d'Azura's Wrath, un titre difficile à prononcer. Il s'agit du prochain jeu de CyberConnect 2, les créateurs des Naruto Ultimate Ninja Storm. À la place, on a un bref résumé du trailer précédent, ainsi qu'une nouvelle cinématique montrant le héros s'opposer à un dieu, et il a l'air énervé. En tout cas, il l'est assez pour frapper son ennemi, jusqu'à ce que ses bras se brisent.
Et ouais, que voulez-vous, on est donc classé 18+. Azura's Wrath est toujours prévu pour 2012, sans plus de précision.なぜ迷い出た？帰る道も知らぬのに何を思う？ただあることすらできぬのに哀れな男だ。Dans cette nouvelle vidéo de gameplay de Elle est Noire, on en apprend un peu plus sur la montée en grade de Cole Phelps, notre personnage. Plus il résoudra efficacement des enquêtes, plus ses supérieurs l'apprécieront et il sera muté dans plusieurs services tout au long de l'aventure. Il sera toujours accompagné par un coéquipier qui changera en fonction du service où vous vous trouvez. Ce dernier ne se contentera pas de faire de la figuration, loin de là. Il attirera parfois votre attention sur un indice que vous auriez manqué et vous assistera durant les combats pour des attaques à deux dévastatrices. On voit également des phases de gameplay plus classiques comme des courses-poursuites à pied ou en véhicule, ainsi que des fusillades et des interrogatoires. Dernière nouveauté, on peut enfin apercevoir à l'écran clôturant une enquête, récapitulant les dégâts que vous avez faits et subis, ainsi que les preuves découvertes. Un score en étoiles vous sera ainsi donné, indiquant si l'enquête est un franc succès ou un fiasco total. Espérons que le titre de la Team Bondi soit à la hauteur de l'attente fébrile qu'il provoque, nous ne pouvons en effet savoir à l'avance si les divers embranchements scénaristiques au centre du jeu seront efficaces. Now, focus. Vous le savez très certainement, Electronic Arts a décidé de faire la guerre au marché de l'occasion avec son système de pass online. Par exemple, pour Dead Space 2, il faut rentrer un code pour pouvoir accéder au multijoueur, code que l'on doit acheter 10 € si jamais celui-ci a été utilisé. Et qu'est-ce que ça vient faire dans une news sur le prochain Alice, puisque le jeu ne possède même pas de multi? En fait, EA a tout de même trouvé le moyen d'utiliser son système de pass. Le premier épisode d'Alice sera ainsi offert à tous ceux ayant acheté le jeu neuf. Les autres devront l'acheter sur le PSN ou le XBLA pour environ 10 €. Même si cette mesure a pour objectif de contrer le marché de l'occasion, elle est néanmoins beaucoup plus juste que pour d'autres jeux. Dans le cas présent, si jamais on n'achète pas le jeu neuf, on ne sera pas privé d'un contenu faisant partie du jeu, mais d'un titre bonus. On peut également se réjouir de la sortie du premier Alice sur nos consoles actuelles, tant il est devenu difficile à trouver aujourd'hui. Now it's time to put your blade to work. Nous n'avions pas pu le passer dans le dernier classique du plus. Une petite séance de rattrapage s'imposait donc pour les trailers Special Babes de Duke Nukem Forever. On appréciera ici la qualité des animations, bien sûr. Le Bouncing Breast est un art parfaitement maîtrisé par les Japonais, mais plus rarement par les développeurs occidentaux. Visiblement, les petits gars de Gearbox Software se sont entraînés et nous avons hâte qu'ils sortent un petit making-of consacré à la motion capture. Ceci dit, tout est censuré et flouté. Ce qui, on vous rassure, ne sera pas le cas dans le jeu final, définitivement 18+, comme nous le prouve cette toute nouvelle vidéo présentant de nombreuses phases de gameplay, des aliens et des babes. Your construction smells of corruption. I manipulate to recreate. This air to go around saga. Got a launder. My charm.
There's more where that came from. Two hemispheres battling. I'm grown to the maxim. Two hemispheres battling. Suck it up. Second drag. Off a jet. It's the police to the 16th oil fins. You're getting down on your knees. It's time for you to do this again. Come out and tell me what you need now. Tell me what's making you bleed. We got 2 more minutes and we gonna cut to what you need. So on the 6 a town man, 1 do you want to live? And on the 7th town man, is it time for your best to give? Mr. Newcomb, will you sign this for me? Sure, kid. You might grow up to be as awesome as me. Bon, t'as vu, Médoc, j'ai quand même conclu ces news avec un petit rattrapage, puisque le trailer avait été diffusé vraiment à la dernière limite pour le dernier classique du Plus. Donc là, on l'a intégré. Le trailer spécial Babes de Duke Nukem Forever. C'est juste pour toi. C'est comme si c'était mon anniversaire. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors j'étais content parce que dans le trailer, tu voyais, c'était un petit peu interracial, tu vois. Il y a de la black, il y a de l'asiate, il y a de la blanche. C'est bien, j'aime bien. Plusieurs ambiances, c'est important, il faut ça. Merci Gearbox. Et maintenant, je te laisse faire la transition pour la prochaine critique. Bien sûr. Là, on était en train de parler de Babes. Maintenant, on va parler de bagarre. Donc, mes 2 centres d'intérêt. Avec la critique d'Operation Flashpoint Red River, dont on vous avait déjà parlé, d'ailleurs, notamment à travers un reportage. Et là, on va voir la critique, on va voir ce que ça donne. Fantassin, 50 mètres est... Ici, équipe Alpha, on peut rien faire, ça tire de partout. Cible et limite, équipe, rassemblement. Compris, j'aimerais bien qu'il me lâche un peu. Sorti il y a maintenant 10 ans, le tout premier Operation Flashpoint a bouleversé le monde du FPS. Contrairement au Duke Nukem et autres Half-Life, son parti pris était le réalisme. Fantassin, 50 mètres, nord. Pas le pseudo-réalisme que l'on nous vend actuellement avec cette pelletée de jeux militaires pas toujours excellents. Non, dans Operation Flashpoint, une balle et c'était la mort assurée. Mais depuis, les temps ont changé. Bohemia Interactive, les créateurs de la série, sont partis développer la série Arma de leur côté, tandis que Codemasters s'entête à vouloir rendre plus accessible sa licence. Sans verser dans le FPS bourrin, Dragon Rising, sorti en 2009, jouait la carte de l'ouverture en sortant sur PC, mais également sur PS3 et Xbox 360. Par exemple, nos compagnons d'armes tombés au combat ressuscitaient après un checkpoint disséminé un peu partout dans les niveaux. Et en voulant jouer à ce petit jeu, Operation Flashpoint perdit beaucoup de son intérêt et n'a pas su se trouver une place dans le marché des FPS. 1 an et demi plus tard, la licence revient avec un nouvel épisode, Red River. Avec ce laps de temps très court, Codemasters saura-t-il redonner ses lettres de noblesse à la série? C'est bon, mon arme est opérée, j'ai dû les contrarier. Le scénario est extrêmement simple. Les Marines américains envahissent le Tadjikistan pour tuer les méchants insurgés, réprimant la liberté du peuple. Point. Ce n'est pas grave dans l'absolu, l'important dans une simulation de ce genre réside dans la crédibilité des situations. Sur ce point, Red River remplit son contrat. Le soft n'est pas avare en explications du contexte géopolitique qui ont le mérite d'exister, même si la tentation de les passer est souvent forte. Celle-ci étant un peu trop longue et scolaire. Le problème, c'est que le sérieux de ces explications tranche totalement avec les dialogues lors des phases de jeu. On pourrait entendre une souris péter à 200 mètres. Votre chef ressemble à s'y méprendre à l'instructeur de Full Metal Jacket, il passe son temps à beugler, rabaisser ses soldats et bien entendu insulter les opposants. C'est foutu, ils sont encore plus dangereux qu'un travelot dans un bar à pute. Pour un titre se voulant résolument sérieux, c'est raté. Le seul intérêt de ces dialogues réside dans leur potentiel hautement comique, ce qui est fâcheux pour un jeu à l'ambiance réaliste. Maniez-vous le train. On essaierait bien de les mettre de côté pour se concentrer sur l'action, mais c'est vraiment difficile.
Pourquoi? Parce qu'après avoir nettoyé une zone, un véhicule passe généralement vous récupérer. Votre chef est toujours dans ses véhicules et bien entendu, vous ne pouvez pas passer ces phases de déplacement. Résultat, pendant plusieurs minutes, on subit des dialogues sortis d'un mauvais film militaire, dans le meilleur des cas. On mettra donc rapidement l'histoire de côté pour se concentrer sur ce qui nous intéresse, le gameplay. Bienvenue en enfer, Marines. Bienvenue au Tadjikistan. Vous vous prenez pour des super-héros ou quoi? Vous évitez de les prendre par les flancs, bordel! Une chose est sûre, Red River n'est pas un jeu facile. En mode normal, une rafale de mitraillette et vous mourrez. Interdiction de foncer dans le tas donc. Cette règle est également valable pour vos ennemis. Les combats se rapprochent donc plus d'une partie de cache-cache où le premier qui voit son opposant gagne la partie que d'un FPS classique. Le système de santé part également d'une bonne idée. Après une balle mal placée ou trop de dégâts subis, on se met à saigner. Et si l'on se vide de son sang, c'est le game over. Jusqu'ici, c'est plutôt réaliste. Quelle merde, je me suis pris une balle! Sauf que l'on se soigne très rapidement en maintenant un simple bouton enfoncé, et cela autant de fois que l'on désire. Soto s'est fait allumer! On peut également soigner ses équipiers, mais ils sont en général beaucoup trop bêtes pour s'arrêter et se laisser faire. Ça devrait tenir jusqu'à ce qu'on rentre à la base. Ils passent souvent devant notre viseur, juste au moment où l'on tire. Bref, vous l'aurez compris, ce ne sont pas des flèches. S'ils manquent d'initiative, ils réagissent immédiatement à chaque ordre donné. Équipe, regroupez-vous ici! Je suis en route! Il faut donc prendre l'habitude de contrôler les moindres déplacements d'unités en leur donnant un ordre précis. Malheureusement, si le système d'ordre est très riche, il est également peu ergonomique. En maintenant une des gâchettes, on fait apparaître une série d'ordres et il faut au préalable choisir la catégorie de l'ordre, puis le sélectionner via le stick. C'est donc très lourd et peu pratique. Équipe, arrosez ma cible! La présence d'un mode coopératif permettant à 4 joueurs de jouer à la campagne solo résout cependant en partie ce problème. HS! Si vous avez la possibilité d'y jouer avec des amis, faites-le, la communication étant essentielle dans ce jeu. Mais le plus gros problème de Red River tient certainement dans son manque de variété et son rythme très saccadé. On accomplit souvent le même type de mission, comme pacifier un petit village peuplé par des terroristes. Il y a parfois quelques variations, comme protéger un groupe de démineurs, mais cela n'a que très peu d'impact sur le gameplay même. Quant au lieu où se déroule l'action, ils sont souvent similaires. On pourrait penser que c'est lié à un souci de cohérence. Dans une région quasi désertique, comme le Tadjikistan, les paysages sont-ils vraiment variés? Si la cohérence avec la réalité était recherchée, c'est raté. Comment expliquer que tous les bâtiments explorés soient complètement vides, sans même une petite trace de vie? D'accord, la zone est en pleine guerre, mais cela n'empêche pas de grands bâtiments de conserver ne serait-ce que quelques meubles décrépits. On se retrouve à faire la chasse aux insurgés dans des étendues désertiques durant tout le jeu. Chacun appréciera s'il le souhaite ce parti pris, mais une chose est certaine, l'ensemble est très lent et ce sentiment est renforcé par un rythme très étrange. La majorité du jeu consiste à nettoyer des zones de leurs occupants, puis de prendre un véhicule pour rejoindre un autre endroit. Comme nous l'avons déjà mentionné, le gros problème de ces phases, c'est qu'elles sont beaucoup trop longues. Pendant plusieurs minutes, vous restez assis à écouter votre supérieur vous insulter, et la seule chose à faire en attendant, c'est observer le décor. Sachant que le nettoyage d'une zone ne prend en général pas plus d'une dizaine de minutes, le calcul est vite fait. Alors, vous avez laissé vos couilles à la maison? Y a pas de quoi paniquer. HS! Avec ses sérieux problèmes de rythme et ses mauvais dialogues, Red River ne part pas gagnant. Il propose de très bonnes idées, mais mal exploitées. Les phases en véhicule en sont le parfait exemple. Si on enlevait les dialogues sentant la bière et la virilité, on aurait pu avoir de très intéressantes phases de vide, presque contemplatives, où la seule chose à faire était d'observer les paysages. Paysages qui ne sont d'ailleurs pas très beaux. Les textures sont assez pauvres et très pixelisées, donnant un air daté à l'ensemble du jeu. Malgré tout, il faut reconnaître que les ciels sont magnifiques, avec ses traînées rouges et innombrables effets de lumière. Cependant, il ne faut pas croire qu'Operation Flashpoint Red River est un mauvais jeu, loin de là. Les sensations sont présentes, et savoir que l'on peut mourir à tout moment d'une balle mal placée donne une saveur particulière au titre Codemaster. Je suis touché! Mais Red River a le cul entre deux chaises, voulant à la fois assumer sa paternité avec l'opus originel et s'ouvrir à un nouveau public en simplifiant des aspects essentiels du jeu, il n'arrive pas à faire les deux. En tentant de se trouver une identité propre, Red River se perd et devient finalement un FPS comme les autres. Sans être mauvais, il n'a pas suffisamment d'arguments pour s'imposer face à la concurrence. Néanmoins, si vous voulez un jeu au challenge élevé, Red River est fait pour vous si vous parvenez à passer outre ses défauts. 50 mètres, nord-ouest, ça se présente mal. Ici équipe Charlie, on arrose la position ennemie.
Médoc, tu avais mentionné déjà à l'occasion de ton reportage, genre quelques craintes au niveau du moteur 3D. Ouais. Donc là, ça se confirme, hein, visuellement, c'est pas terrible. Ensuite, au niveau du gameplay, comme le dit Gabriel qui a réalisé la critique, c'est le jeu a vraiment le cul entre deux chaises. C'est-à-dire aujourd'hui, on a l'impression que dès qu'on fait du FPS, on essaye de se rapprocher genre d'un gameplay à la Call of Duty pour essayer de toucher un maximum de personnes. Quitte genre à perdre un petit peu l'identité principale du jeu, qui en l'occurrence était une simulation militaire. Ouais. Donc là, même si on a toujours le côté genre une balle, tu meurs, derrière ils ont mis en place plein de petites mécaniques qui permettent d'alléger en fait cette contrainte de manière à ce que tout le monde puisse s'y retrouver, donc le grand public en gros. Donc ça c'est un peu décevant et du coup on a l'impression que tous les FPS se nivellent un petit peu et proposent vraiment à peu de choses près, à quelques détails près, exactement le même gameplay. Bah ouais, mais en même temps, quand tu vois le carton de Black Ops, je veux dire, quand t'es développeur, t'as envie de faire pareil. Ouais, mais si tout le monde, si tout le monde copie la recette Black Ops, genre au bout d'un moment, genre personne va s'y retrouver. C'est-à-dire que les joueurs vont être là, genre déjà vu, déjà joué, et ensuite les éditeurs vont se retrouver avec des bides, tout simplement, parce que les gens vont en avoir un peu marre. Donc on attend vraiment un renouveau du FPS. Donc, et du coup, c'est vrai que ça nous avait un petit peu énervé cette critique, donc on a essayé de calmer tout de suite un peu les choses avec 3 minutes pas plus, où on va parler de Blocks That Matter, qui est un jeu indépendant développé sur XNA, et où nous avions reçu en fait les développeurs dans un Extra Life qui nous avait longuement parlé en fait du développement, de ce projet, etc. Donc on a maintenant tout de suite une sorte de mini critique. En prenant en main le petit robot de Blocks That Matter, on se surprend à penser au long métrage Pixar Wall-E. Sauf qu'il ne crée pas les blocs puisque ces derniers sont déjà présents dans les niveaux. En revanche, il les empilera avec la même frénésie et comme lui, il aura pour mission de sauver ses créateurs. Les développeurs Marcus et Alexei ont en effet été kidnappés par quelqu'un qui cherche à s'emparer de leur travail, une crainte communément partagée par de nombreux développeurs. Équipé de sa perceuse, il évolue ainsi de niveau en niveau pour récolter des blocs qui lui permettront d'atteindre la sortie et d'accéder à des blocs spéciaux, rendant hommage à divers jeux comme Portal, Super Meat Boy ou Minecraft. De l'aveu même des développeurs, les initiales de Blocks That Matter, BTM, renvoient à B, Boulder Dash, T, Tetris et M, Minecraft. Ceci dit, c'est totalement involontaire, mais avouez que ça colle plutôt bien. Suite spirituelle donnée à Tupper Tariotros, l'une de leurs précédentes productions Flash, Blocks That Matter mélange en effet avec un certain brio et pas mal d'astuces, plateformes et puzzles. En évoluant dans les niveaux, le petit robot pourra ainsi percer des blocs ou leur donner des petits coups de tête, comme dans un Mario, afin de les collecter. Une fois stockés, ces derniers seront recyclés. En gros, le joueur peut les replacer à l'écran en rentrant dans un mode spécial, afin de positionner jusqu'à 4 blocs adjacents. Pas plus, pas moins, 4 blocs. Ceci fait, il pourra ensuite escalader la structure créée ou, s'il le souhaite, scanner l'écran afin de faire disparaître une ligne composée de 8 blocs. Un maximum d'astuces sera donc nécessaire pour bien gérer son stock de blocs, sachant que ces derniers possèdent des attributs distincts. Les blocs de bois pourront prendre feu par exemple. Le robot devra donc s'arranger pour récolter un maximum de blocs et bien calculer ses Tetris pour ne pas se retrouver aussi con qu'un maçon à court de briques. S'il se retrouve dans une telle situation, ce qui ne manquera pas d'arriver tant le level design est pernicieux, il devra alors se résoudre à l'autodestruction pure et simple pour reprendre au début du niveau. Pour compliquer le tout, des ennemis ne tardent pas à apparaître et il faudra souvent composer avec eux pour avancer dans les niveaux, comme avec ces feux follets qui peuvent consumer les blocs en bois. Diablement malin, Blocks That Matter se consomme avec délice comme un bloc à la fraise et se téléchargera d'ici peu pour seulement quelques euros sur le XNA, le service de téléchargement de jeux indépendants de la Xbox 360. Sachez que des versions PC, Mac et Linux suivront ensuite et pourront être téléchargées pour moins de 5 $. Un cadeau. Moi, ce que j'aime bien, quand même, genre, bon, Mortal Kombat, on apprécie pas, c'est vrai que le gameplay est très particulier, un peu rigide. Bon, c'est le cas quand même de pas mal de jeux de baston. Mais moi, ce que j'aime bien quand même, c'est cette petite spécificité qui est liée aux fatalities. Et quelque part, ça, c'est un truc que j'apprécie vachement, que j'ai appris d'ailleurs à maîtriser méchamment ces dernières semaines. D'accord. Et sur quelle plateforme tu joues? Ah non, pas sur console, pas sur Xbox ni PS3, etc. Moi, je fais ça IRL. Série culte, pendant la première moitié des années 90, Mortal Kombat s'est peu à peu perdu dans des suites de qualité globalement décroissantes.
Entre les scénarios de plus en plus étranges, le nombre toujours croissant de personnages clonés les uns sur les autres et la réalisation datée et bâclée des jeux, la franchise paraissait bien défraîchie aux yeux des fans de la première heure. C'est donc sans grand enthousiasme que l'on a accueilli l'annonce du développement d'un nouveau Mortal Kombat quelques jours avant le dernier E-Cube. Néanmoins, au vu de trailers de plus en plus alléchants, l'impatience suscitée par cette refonte de Mortal Kombat a petit à petit grandi dans les cœurs de nombreux joueurs. Surfant sur la vague des reboots, cet épisode fait table rase de toute numérotation et de tout sous-titre afin de repartir sur de bonnes bases et de redorer le blason de la série, dixit Ed Boon, l'un des créateurs de la franchise. Alors, le Mortal Kombat nouveau est-il à la hauteur des ambitions de ses créateurs ? Comme tout bon reboot de franchise, le scénario de Mortal Kombat revisite l'histoire dépeinte dans les épisodes antérieurs. Enfin, ceux de l'époque des 16-32 bits quoi, avant que ça ne devienne vraiment n'importe quoi. Le mode histoire vous narre donc la lutte de Raiden et des guerriers de la Terre aux prises avec Shao Kahn, le vilain empereur du monde extérieur qui fait rien qu'à vouloir fusionner toutes les dimensions. Heureusement, dans leur grande sagesse, les dieux anciens ont créé le Mortal Kombat, afin que le destin des mondes soit décidé par un grand tournoi à l'amiable, au lieu que leurs armées respectives se tapent directement dessus. Voilà en gros pour la trame de base. Au fil de l'histoire, vous prendrez le contrôle de 16 guerriers différents, dans autant de chapitres, afin de revivre tour à tour les deux tournois et l'invasion de la Terre par l'armée de Shao Kahn. Évidemment, vous aurez droit tout du long à l'éventail de catchphrases, moyennement percutantes, de morts héroïques et de dragues de princesses qui font tout le sel de ce genre de production. Les membres de ton clan sont morts. Tu vas bientôt aller les rejoindre. I will show no mercy. Round 1. Fight. La première grosse nouveauté de ce Mortal Kombat, c'est la possibilité de jouer en tag team avec des équipes de 2 combattants. Vous pouvez à tout moment les interchanger, faire appel à l'autre combattant pour un assist ou, sous réserve que la jauge de spécial située en bas de l'écran soit chargée au moins jusqu'au premier niveau, switcher de personnage tout en attaquant votre adversaire afin de lui comboter la mouille dès votre arrivée. L'implication directe de tout ça, c'est que jusqu'à 4 joueurs peuvent désormais se taper dessus en local. Du coup, si vous avez à la fois assez de potes et assez de manettes, vous pourrez joyeusement vous mettre sur la tête tous ensemble. C'est pas beau la vie ? Si vous n'avez pas d'amis et qu'une seule manette, rassurez-vous, plus besoin d'acheter d'apéritifs fabriqués à base de semoule de maïs pour vous sentir moins seul. Grâce à la magie du net, vous pourrez quand même vous friter en ligne avec un autre joueur. Du côté des modes de jeu solo, on a tout d'abord le classique entraînement afin de découvrir les subtilités du jeu et de parfaire le maniement de votre ou de vos combattants de prédilection. Le mode histoire, ensuite, vous permet de sauver la Terre, tout ça. Laisse la dame tranquille. Il vous forcera à utiliser une grande variété de personnages au fil du déroulement du scénario qui enchaîne sans complexe les événements improbables les uns après les autres, mais qui fait quand même un peu plaisir. Sub-Zero mérite de mourir. Bats Sub-Zero s'il le faut, mais ne le tue pas. Le mode combat, lui, regroupe les modes arcade de Mortal Kombat. Il vous faudra remporter 10 combats à la suite avec un guerrier seul ou une équipe de 2, afin de visionner une petite séquence de fin expliquant le devenir du combattant choisi. Ce mode vous donnera également accès aux mini-jeux qui font office de stage bonus et que l'on rencontre à intervalles réguliers dans le dernier mode du jeu, la Tour des Défis. Afin de gravir les 300 étages qui composent cette dernière, il vous sera nécessaire de vaincre votre adversaire tout en remplissant certaines conditions, comme ne se servir que des coups spéciaux, que des projections, dans un temps limité ou bien alors que vous êtes empoisonné, par exemple. À la fin de chaque combat, vous obtiendrez un certain nombre de pièces qui pourront être dépensées dans la crypte afin de débloquer de nombreux bonus, artwork, sound test, croquis préparatoires, costumes alternatifs. Manette en main, on n'est pas vraiment dépaysé par le système de jeu à 5 boutons, utilisant point faible effort, pied faible effort et garde. À ces 5 fonctions principales s'ajoute une touche pour changer de personnage lorsqu'on contrôle une équipe et un raccourci pour la chope. Une fois au cœur du combat, on se rend compte qu'il n'est pas nécessaire de faire preuve d'un timing surhumain afin de placer un combo. Il suffit plus ou moins de bourriner un peu et ça passe. Cependant, Mortal Kombat ne sacrifie pas la technicité sur l'autel de la simplicité, car le système de combat est un peu plus sophistiqué qu'il n'y paraît au premier abord. Le jeu apporte ainsi un peu de subtilité au gameplay avec une barre de super divisée en 3 segments. Le premier permet de lancer une version légèrement plus puissante des coups spéciaux nommés Enhanced, ou de réaliser une tag attack. Le deuxième vous donne accès au Breaker, qui interrompt un combo de votre opposant et vous permet de souffler ou de reprendre l'ascendant sur lui. Enfin, lorsque la jauge est pleine, vous pourrez lancer l'attaque la plus puissante de votre combattant, la X-Ray Attack, qui a plutôt l'air de faire un peu mal. Bien évidemment, pour conclure un affrontement en beauté, vous aurez toujours droit à de belles effusions de sang lors des diverses fatalities de tous les personnages.
Relativement long et parfois franchement ardu, même en difficulté normale lors de certains affrontements à handicap, le mode histoire se révèle aussi prenant qu'un bon gros film d'arts martiaux chinois. On ne croit pas une seconde aux événements dépeints, les méchants sont gratuitement très méchants, les gentils ne sont pas franchement malins et se font avoir par des feintes qu'on voit venir à 3 km, la princesse des méchants tombe amoureuse du leader des gentils et trahit son père pour lui. Bref, on enchaîne les clichés, mais on est inexplicablement accroché et on veut toujours faire rien qu'un dernier combat juste pour voir la scène suivante. Malgré certaines rencontres plus difficiles que d'autres, on va dire, comme ceux contre les boss par exemple, Golo, Kintaro et Shao Kahn décident régulièrement de devenir quasi invulnérables en encaissant vos coups sans interrompre leur mouvement ni être repoussés. En théorie, c'est une idée plutôt rigolote pour représenter leur force herculéenne et le fait qu'ils dominent tous les autres combattants, tout ça. Mais en pratique, c'est juste de la triche. On est obligé d'utiliser des tactiques de fourbe pour les vaincre au lieu d'aller au contact comme un homme et ça retire tout panache à la victoire. Mais bon, ça reste un détail. Techniquement, Mortal Kombat donne du plaisir dans les yeux, les décors et combattants sont joliment réalisés et sont marqués par les coups reçus, leurs vêtements se déchirant et des hématomes et blessures ouvertes sanguinolentes recouvrant leur corps. Miam. En outre, les animations sont fluides, les mouvements s'enchaînent bien et... Ah, attendez. Et oui, on a enfin pu retirer au personnage le balai qu'il se traînait dans le fondement depuis le premier épisode. Il était temps quand même. En revanche, d'autres choses restent immuables pour notre plus grand bonheur, comme les hectolitres de sang répandus sur le sol à chaque affrontement ou les fatalités spécifiques à un décor. Il est aussi bon de constater que le second degré décalé est toujours de rigueur dans la mise en scène de certaines exécutions, comme par exemple avec Raiden, dont l'une des fatalités se nomme « It's just a scratch ». On apprendra également au détour d'une mission de la Tour des Défis que Scorpion déteste les ours en peluche et on croisera à l'occasion, au détour d'un uppercut, Dan Forden et son célèbre Toasty. En bref, on a droit à tout un tas d'améliorations, d'innovations et la présence de nombreux easter eggs qui feront plaisir aux fans. En parlant de faire plaisir aux fans, tenez, pour le coup, il y en a la moitié qui vont tirer un peu la tronche avec le petit coup de fil de joie que nous a sorti NetherRealms. Ben oui, il y a Kratos dans le jeu. Et youhou youplaboum, il est aussi classieux et violent que ce à quoi on aurait pu s'attendre de la part du dieu de la guerre. Sauf que il est que sur PS3, hein, forcément. Et sur 360, le perso exclusif c'est qui? Ah, c'est personne? Ah zut alors, c'est ballot ça. Bref, si vous avez le choix entre les deux versions, privilégiez plutôt la PS3 pour éviter le petit arrière-goût de vaseline que vous ressentiriez en jouant sur 360. Cependant, et quoi qu'il en soit, ce Mortal Kombat a su rester fidèle à l'esprit des débuts de la saga, tout en gommant la plupart de ses défauts, et se révèle donc être un reboot des plus réussis. Reptile wins. Fatality. C'est quand même des malins hein, chez Warner. C'est la première fois qu'ils éditent un Mortal Kombat, ils ont tout de suite pigé en fait ce qu'il fallait faire pour mettre en avant leur jeu. Ils prennent les personnages féminins et hop, petite séance de cosplay avec des actrices sexy et puis voilà quoi. Ah non, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. C'est sympa d'un autre côté. Dis-moi vite fait Thierry, ton truc de rayon X là, ouais. Tu sais où tu vois à travers, ouais. Ça marche sur tout le monde? Ah ça marche sur tout le monde, hein. Ouais. Il suffit juste de se concentrer énormément ouais. Et il faut le vouloir quoi, il faut que ça vienne de l'intérieur. De l'intérieur? Ouais ouais carrément. Ok, t'inquiète, attends, bouge pas. Ouais. Alors, vas-y, comment on fait? Ah ouais, d'accord. Non mais j'avais pas pigé. Non mais c'est bon, Showtime, c'est dans 15 jours, Médoc. Franchement, quoi, je suis désolé. Hein. On va voir tout de suite la critique de The Dishwasher. Pas bien. Dans Classé 18+, nous avons un peu de tout. Des jeux globalement adultes, une tonne de first-person shooters, des simulations militaires, des jeux dérangeants, des jeux qui font peur, des jeux gore, des jeux méga gore et des jeux ultra méta gore. The Dishwasher Vampire Smile appartient à ces dernières catégories. Vous voulez une preuve? La voilà. Production saignante est signée par le développeur Ska Studio, dont les locaux sont situés à New York. Indé jusqu'au bout des ongles, ce studio abrite une poignée de développeurs, dont un certain Jamesila Silva, qui s'est fait connaître en 2001 avec Zombie Smasher X. Sorti sur PC, ce beat'em all sanglant à base de zombies porte déjà en lui les germes des futures productions du studio. Sauf qu'à l'époque, le style graphique n'était pas des plus aboutis, ce dernier rappelant vaguement la série South Park. Sorti en 2009 sur le XBLA, The Dishwasher Dead Samurai s'était fait remarquer par son look singulier et son approche extrême du beat'em all à base de filtres et d'éclaboussures de sang. Aujourd'hui, 2 ans après, sa suite pointe le bout de son sabre avec encore plus de sang, un gameplay amélioré, des modes de jeu étoffés et une direction artistique désormais totalement aboutie. Autant dire qu'on était super content. Était ?
La déception est au rendez-vous alors. Mais non, en fait on est super content parce que ce jeu est un défouloir gore à la hauteur de nos espérances. Sur les 4 modes de jeu proposés, un mode histoire est accessible. Ce dernier comporte 2 campagnes et autant de personnages, le dishwasher et la prisonnière. On ne va rien vous spoiler, mais sachez qu'un effort certain a été consenti au niveau de la narration. La campagne de la prisonnière débute ainsi dans une prison spatiale et on dirige une jeune fille visiblement secouée, traînant les pieds, comme assommée par les calmants. Et c'est donc dans ses cauchemars qu'elle recouvre la forme pour massacrer à tour de bras. Sur ce parti pris, les développeurs se sont amusés à nous renvoyer de temps en temps dans la réalité pour de courtes séquences cassant radicalement le rythme du jeu. Franchement sympa. Ceci dit, on ne comprend pas grand chose au scénario. Mais ce n'est pas grave, les personnages sont badass et c'est tout ce qui compte. On vous a déjà parlé du mode histoire, mais pas des 3 autres modes. Le mode arcade comprend une 50aine de défis, tandis que le mode défi de la vaisselle se présente comme une espèce de mode survival où il faudra parvenir à massacrer le plus longtemps et le plus violemment possible des vagues ininterrompues d'ennemis comme une hémorragie. Enfin, le mode salle d'entraînement est un hommage détourné à Nintendogs où vous devrez prendre soin d'un petit chat à l'aide de QTE, tout mignon. Après une petite dizaine d'heures de jeu, l'option coop se débloque enfin. Mais non, je plaisante bien sûr. L'option coop est accessible dès le départ et le mode salle d'entraînement permet de vous entraîner tout simplement. L'occasion d'ailleurs de constater le large éventail de coups disponibles ou plutôt de combos. Niveau bouton, le X sert à attaquer, le B à choper, le Y à cisailler et le A à sauter voire double sauter. Pour aller encore plus vite, il est même possible d'utiliser le stick droit afin de dasher devant, derrière, voire en diagonale. Ce mouvement n'a rien de gadget, puisqu'il sert aussi d'esquive et qu'il n'existe aucun bouton pour parer. Quant aux gâchettes LT et RT, elles serviront respectivement à déclencher de puissantes attaques magiques ou à défourailler à l'aide d'armes à feu. Les attaques magiques, qui consomment des crânes en nombre limité, sont un peu l'équivalent des méga-bombes dans un shoot, puisqu'elles nettoient l'écran, ce qui s'avérera bien utile. Le jeu est en effet très difficile, sauf bien sûr si vous décidez de jouer en coop dans le mode de difficulté Jolie Princesse. 6 niveaux de difficulté sont proposés. Ces derniers vont de Jolie Princesse donc à Ninja, puis Samouraï et Super Speed, ces deux-là étant à débloquer. Pour revenir au combat, sachez que ces derniers sont basés sur des enchaînements de coups qui se terminent par un super méga finish move s'enclenchant de la plus simple des façons. Il est également possible de switcher entre 2 configs d'armes, de nouveaux moyens de nuire étant accessibles au fil de la campagne. Comme le fameux bras bionique, qui n'est autre qu'une tronçonneuse à la Evil Dead, qui se débloque dès la fin du premier niveau du jeu, après avoir perdu son bras. Contrairement au précédent Dishwasher, l'aspect plateforme a été développé. Il est désormais possible d'explorer les niveaux pour trouver des passages secrets ou accéder à des mini-games délirants. La possibilité de courir sur les murs et les plafonds rend ces phases d'exploration tout aussi jouissives que les combats. Enfin, sachez qu'il est même possible d'accéder à une boutique pour acquérir divers upgrades et autres compléments énergétiques comme des pains lunaires ou des poissons lune. Ce qui n'est pas sans rappeler un certain Muramasa the Demon Blade. Vous vous souvenez de cette petite bombe sortie sur Wii, non? Alors allez faire un tour sur No Life Online. On comparait il y a quelques secondes The Dishwasher à Muramasa. Avouez que c'est un joli compliment, et mérité. Si les deux beat'em all proposent une direction artistique aux antipodes l'une de l'autre, elles sont toutes deux incroyablement soignées. Vampire Smile est visuellement une grosse claque à base de filtres, de zoom dynamique dans l'action, d'éclaboussures sur l'écran, d'effets spéciaux de ouf, le tout sur des backgrounds simplifiés à l'extrême, comme crayonnés à la va-vite. Et ça marche. Les deux jeux proposent également une double campagne basée sur un personnage, ainsi qu'un gameplay beat'em all, matinée de plateforme, même si l'aspect exploration s'avère bien plus développé dans Muramasa, tout comme l'éventail d'armes à disposition du joueur. Bref, The Dishwasher Vampire Smile, qui bénéficie lui d'un mode coop, est un jeu indé jouissif au possible, téléchargeable pour 800 points Microsoft, soit 10 €. Si on devait lui trouver un défaut, ce serait celui d'être méchamment brouillon, surtout à deux d'ailleurs. Il n'est en effet pas rare de se perdre totalement dans un marasme de tripes et de sang, rappelant les grandes heures du cinéma gore, façon Brain Dead. Ceci dit, on peut difficilement faire mieux en défouloir gore.
Et ben voilà, ce classique 18+, est terminé. On a terminé avec une belle petite critique d'un beat'em all bien 18+, comme on les aime. C'est vrai qu'il y a un paquet, l'air de rien, de beat'em all qui sortent sur PSN, sur XBLA, mais vraiment, genre soit de l'adaptation de vieilles licences, soit des nouveautés qui reprennent des gameplays un petit peu anciens, etc. Et là, pour le coup, on nous propose réellement une esthétique qui est un peu novatrice, un peu fraîche, et en même temps, genre ultra gore. Donc ça fait plaisir. Et puis maintenant, on se donne rendez-vous dans 15 jours, non pas avec la critique du Game Forever, vu qu'il a été repoussé, donc on va devoir attendre encore un petit mois, voire un peu plus, mais en tout cas, on vous promet du joli contenu quand même, avec des rubriques spéciales, 18+, habituellement aperçues dans les 101%. On aura également normalement une avant-première développée de Gears of War 3, on pourra également parler peut-être de Deus Ex, pas mal de choses, quoi. Il y a du cul, Thierry. Il y aura Showtime aussi. C'est ça qui les fait venir, les jeunes. Non, il n'y a pas que ça. C'est du cul, il y aura du cul dans 15 jours, moins 16. C'est nous, moins 16. Comment ils vont l'émission, franchement. Non, mais c'est une honte, quoi. Ouais, plus. Et tu m'auras pas 2 fois. Hein.